Alors, c'est le moment, elle est en train de l'enregistrer, allez, on part. Alger, nouvelle génération. Épisode 4, les envoyés spéciaux algériens. À Alger, 6 jeunes étudiants se sont décrétés envoyés spéciaux algériens. C'est le nom de leur page Facebook. C'est du journalisme citoyen pour ces jeunes qui veulent être témoins du changement en Algérie. Ils ont donc créé cet espace en ligne où chaque abonné peut poster infos et photos sur ce qui se passe en bas de chez lui. Younes est le créateur de la page et chez lui à Alger, quand il se passe quelque chose, c'est souvent place du 1er mai. Les Algérois la rêvaient en place Tahrir et jusqu'à il y a quelques semaines, c'est là que l'opposition se réunissait tous les samedis matins. Mais l'opposition menée notamment par Saïd Sadi, plus personne n'y croit. Younes appelle ça avec ironie Saïd Samedi. Mais aujourd'hui, rien. On erre autour de la place, mais rien sauf des barrières et beaucoup de policiers. C'est la voiture de mon père. Aujourd'hui, j'étais chanceux parce qu'il me l'a prêté. On y va? Bon, let's go. C'est facile de conduire à Alger? Ah, c'est un petit peu de rallye. C'est plein de barrages de policiers, c'est plein de ruelles, plein de rues mal entretenues. Donc, là, on est où? On est à la place des Martyrs, au centre d'Alger. On va se retourner Juste en haut, il y a la Casbah là. Il y a des gens que vous connaissez qui seront là-bas? Non. Là, on est arrivé. Ouais. Place du 1er mai. Il y a plus de policiers que d'habitude. C'est quadrillé comme d'habitude. Pour pas grand-chose, parce que c'est calme. On voit les barrières pour empêcher les gens de se rassembler. Mais alors, où est le rassemblement? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je pense que c'est la 13e ou la 14e samedi. Il n'y a pratiquement rien. Je pense que vers 11h, il y aura quelque chose. Enfin, il y aura... Tout à l'heure, il était 9h, vous avez dit il y aura quelque chose vers 10h. Ouais. Maintenant, il est 10h, vous dites il y a quelque chose vers 11h. Ouais, on attend. Et vers 11h, ça sera vers midi. Il y a beaucoup d'endroits où il y a Wi-Fi à Alger? Non, dans les places publiques, il n'y a rien. Pour se connecter Wi-Fi, il faut se connecter dans l'anonymat. Chez des gens. Voilà, leur voler la connexion. Donc là, tu as toujours ton PC dans ton sac à dos? Voilà, je le mets dans mon sac à dos avec la caméra. C'est un peu risqué, mais je risque de qu'on confisque ce photo. C'est une photo de Georges Clooney? Georges Au départ, il y a un envoyé spécial, un seul, c'est Younes, qui se sent investi d'une mission, donner l'info qui manque. Il ouvre la page Facebook pendant l'été 2010, à l'époque où on ne pense pas au changement, ni ici ni ailleurs, et où on ne pense surtout pas que Facebook y sera pour quelque chose. En temps réel, il poste des photos, des vidéos, des émeutes quotidiennes du pays, et petit à petit, la page grandit. En janvier-février, il est débordé et demande à des amis de l'aider. Tout le monde lit et tout le monde s'abonne. 50 000 personnes suivent la page. Finalement, Younes anonyme se dévoile en janvier, étudiant à Alger 3 en sciences politiques. Un seul s'inquiète un peu pour lui, son père, qui a créé une page Facebook pour surveiller. J'étais convaincu qu'il fallait se dévoiler pour que les gens sachent que nous sommes des étudiants, pour que le jour où on nous arrêtera, on ne dira pas qu'on a arrêté des jeunes qui faisaient la propagande, mais des jeunes étudiants qui font du journalisme sur Facebook. Être capturé célèbre mieux qu'autre chose. C'est par cette conviction-là que... J'ai là mon fichier ESA, c'est où je garde les archives. Par exemple, là c'est une vidéo qu'on a prise. C'était un homme qui parlait à une télévision étrangère
Il disait que les médias algériens censurent ces mouvements et ne donnent pas beaucoup d'importance. Et là, il critique le pouvoir et tout, en public, voilà. Il dit que la crise en Algérie n'est pas une crise de sucre ou de l'huile. La crise est beaucoup plus profonde qu'on la transmette dans les médias. De voir la chaîne nationale, c'est la chaîne de tout va bien. C'est une merveille, c'est le top. Mais bon, nous, on veut casser ce monopole des médias nationaux. On essaie de faire de notre mieux, avec nos propres moyens. C'est la photo du jour sur la page Facebook des envoyés spéciaux algériens. Devant le ministère du Travail, 30 manifestants. Des jeunes diplômés algérois, sans travail, se sont ralliés aux chômeurs du Sud. Je m'appelle Abdou, je suis journaliste à Alger, la blanche, qui devient noire de temps en temps. Journaliste à Al-Watan. Voilà, journaliste à Al-Watan, Al-Watan.com plus exactement. Abdelrahman Simar. Ça c'est le comité des chômeurs, donc c'est le comité des chômeurs. Elle, c'est le comité des gens des pré-emploi. Donc on demande l'intégration. Donc je vous explique globalement. Les jeunes du pré-emploi, c'est des jeunes qui n'ont pas de contrat permanent. Des jeunes diplômés, la majorité diplômés très bien qualifiés, qui sont payés même pas le SMIC. Ras-le-bol de nous prendre les pré-emplois ou des routes de secours. Ils nous font travailler, après ils nous mettent à la porte. Mais quand même, on est des universitaires, on est des diplômés, on n'est pas des... Vous êtes diplômé? Diplômé. Je suis licencié en gestion, spécialité management. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Donc je suis licenciée, mais je travaille pendant 2 ans, après je me trouve dans le chômage. Ils sont énormément nombreux ces jeunes-là. Ils sont nombreux, si on doit les comptabiliser, c'est des centaines de milliers. Il n'y a aucun chiffre là-dessus parce que le régime a peur de dévoiler la vérité. Donc voilà, leurs revendications, c'est claires. Le droit à la retraite au congé, c'est des gens qui sont dans le pré-emploi, ils n'ont aucun droit social. Même pas les congés de ma famille. Même pas, voilà. Un salaire, ils touchent un salaire entre 30 € et 150 €, ce qui est absolument rien. Qu'est-ce qui va se passer là s'ils se rassemblent? Pour le moment, leur nombre apparemment n'inquiète pas beaucoup les services de sécurité. Donc ils veulent rencontrer les responsables du ministère pour déposer une plateforme de revendication. Donc pour le moment, les policiers sont là, sont en train de guetter, mais ils ne vont pas tarder à intervenir si ça continue comme ça. Tout à l'heure, il y avait un seul véhicule, maintenant il y en a 3. Ce n'est pas un manifestant, pas un journaliste, l'homme en jean et t-shirt rouge qui s'approche de nous, mais un policier en civil, qui comme chaque jour et comme plusieurs fois par jour, veut vérifier qui on est. Petite pression qui marche sans la fatigue de montrer toujours le même papier, parce qu'évidemment, lui et nous, on se connaît bien. Je peux voir la sollicitation maintenant? Oui, on va la voir. Elle est dans la voiture. Ils vont juste vous emmerder pour les papiers. Comment ils savaient? Ils ont leur réseau. Ils ont leur réseau. Déjà, ils me connaissent. Certainement, ils vous ont vu que j'ai parlé avec vous. Donc ils ont une fiche sur toi? Certainement. Même sur vous, j'imagine. Même sur vous. Avant même que vous donne le visa, ils ont certainement enquêté. Ils ont dû certainement... Pour le moment, ils ne sont pas brutals parce qu'ils voient que leur nombre n'est pas inquiétant. Là, il y a une quinzaine de policiers pour une trentaine de manifestants. Voilà, une quinzaine en uniforme. Voilà. Si on compte ceux avec les agents de renseignement et tout ça, c'est au moins une quarantaine ou une cinquantaine. Et comment vous les connaissez, les agents? Nous, quand on couvre les manifestations, c'est les mêmes visages qui reviennent. Ils changent de chemise, ils changent de look, et on les a identifiés. Tu les vois bouger, tu vois. Lorsqu'on parle avec les manifestants, ils viennent mettre leurs oreilles. Après, ils partent avec leur portable, ils appellent, ils font leur rapport. Là, leur slogan, les jeunes veulent la chute du chômage. Deux sont emprisonnés à Ouargla parce qu'ils ont tenté de se suicider. Et on leur a collé une accusation comme quoi ils voulaient attaquer une caserne de sécurité alors qu'eux ils sont tentés uniquement de se suicider par désespoir. Là, il y a Taher qui est venu de Ouargla. Il est en train d'organiser. واش طاهر؟ الدولة تخاف من التنظيم تاعنا احنا بطالين بعد ما علنا التنظيم تاعنا راهم عندنا جماعة كاين جماعة سويسيدا وكاين جماعة من المضايقات الأمنية راهم باغيين يسويسيدوا وكاين جماعة راهم في الحبس الدولة على بالنا باللي رايحة تتعامل بنفس المعاملة مع التنظيم الجديد هذا رايحة توقفهم رايحة تضايقهم حتى يهدوا بالانتحار ويروحوا لما لا يحمدوا عقبه. Donc il affirme que lui, beaucoup de ses militants sont en train de poursuivre en justice
refusent sont en prison, ils sont tabassés souvent dans les rassemblements. Donc ils sont là pour apporter cette expérience de lutte à leurs amis durs. L'idée que le pouvoir a peur de l'organisation, a peur que des jeunes, des chômeurs, des gens qui sont sans emploi s'organisent pour appeler demander leur lutte ou demander leurs droits. Taher a fait 800 km pour être là. 800 km, c'est la distance entre Alger et Ouargla, cette ville du Sahara qui, sur une carte, est la dernière avant le grand désert. Les jeunes d'Alger qui manifestent admettent évidemment que si pour eux la situation est difficile, c'est pire encore pour ceux du sud. À Ouargla, il n'y a rien que des scorpions, dit Taher. Pourtant, Ouargla, c'est aussi une grande zone industrielle qui s'est développée grâce au gisement de pétrole de Hassim Essaoud. C'est là que travaillait le père de Taher. Grand, cheveux gominés, visage déjà abîmé pour ses 30 ans, on nous dit que c'est le Robin des bois du Sud. Presque toutes les semaines, il vient à la capitale manifester. Parce que dormir sur des cartons, c'est encore plus dur à accepter quand on sait qu'en dessous, il y a de l'or. Comment est-ce que les jeunes du Sud perçoivent la capitale Alger? Quand on compare le nord et le sud, en termes de développement des infrastructures publiques, c'est comme si notre préfecture ne faisait pas partie du pays. Rien à Ouargla ne permet de dire que nous faisons partie d'un État si riche en pétrole. Donc les jeunes partent? Beaucoup de gens travaillent dans le nord et les autres, ils sont dans une telle détresse qu'ils veulent mettre fin à leur jour. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a eu 2 tentatives de suicide, une à Hassim Essaoud et une à Ouargla. Quand nous sommes allés nous plaindre au procureur de la République, il a répondu que la mort, c'est une chose banale en Algérie. À Ouargla, vous habitez avec votre famille. Quand vous faites des petits boulots, vous gagnez combien? C'est quoi la vie quotidienne? On était une grande famille de 6 enfants, 4 filles, 2 garçons. Mon père, mon frère et 2 de mes sœurs sont morts. Il ne reste plus que moi, ma mère et 2 sœurs. Je suis le seul homme de la famille maintenant. Une de mes sœurs s'est mariée et l'autre, elle est plus jeune que moi. On vit avec la retraite de mon père qui s'élève à 7000 dinars. 7000 dinars, ça fait 70 € par mois. Votre frère est décédé il y a quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, je ne peux pas affirmer qu'il s'est suicidé à cause de sa situation sociale. Ou si c'est les conditions matérielles qui y ont poussé. Je crois que c'est la société dans son ensemble qui l'y a poussé, une société totalement désespérée. Il avait pas 30 ans. Il était au chômage, Et qu'est-ce qui s'est passé un jour? وكنت نسمع فيها راح لي زيسكالي علق روحه طريقة الشنق هذه هي اللي ماتوا كاع اصحابي كيما هكا هذه هي. Il était avec moi ce jour-là, on était tous les 2 à la maison, j'étais malade, il était allé me chercher des médicaments. Et puis je l'ai entendu se diriger vers les escaliers et c'est là qu'il s'est pendu. Tous mes amis qui se sont suicidés, ils utilisent la pendaison. Nous les chômeurs, on est exploités par les responsables des partis politiques, par les ministres qui ne veulent rien d'autre qu'asseoir leur pouvoir sur les plus démunis. Il ne faut rien pour nous. Nous sommes privés d'emploi, alors qu'il y a des milliers d'emplois à Hassim Essaoud. Il y en a des milliers. Quant aux sociétés de sous-traitance, pas l'ombre d'un droit nous les régit. Quand on signe un contrat avec une des sociétés, ils ne respectent aucune loi, n'obéissent à aucune règle, ne respectent aucun contrat. Ce sont des pratiques mafieuses auxquelles on fait face chaque jour dans notre quotidien. Et qu'est-ce qu'ils font alors les jeunes qui partent du sud de Ouargla pour venir à Alger? Qu'est-ce qu'ils font comme petit boulot quand ils arrivent ici? Des petits boulots. Ils sont vendeurs de thé, par exemple. Ils ne peuvent pas arriver ici et espérer entrer dans une mairie pour un emploi administratif ou bosser dans des sociétés respectueuses. Vous n'avez jamais eu envie de venir habiter à Alger? كانت بالعكس لحد الساعة مازال حاب بالك نروح نسكن في العاصمة حاب باش نروح لبجاية ولا تيزي وزو ولا. Bien sûr que j'aurais aimé vivre à Alger, à Béjaïa ou à Tizi Ouzou. Les conditions de vie à Ouargla elles sont terribles. Celui qui vous dit qu'il peut vivre dans un environnement aussi rude que celui de Ouargla, en plein Sahara, il vous ment. طبيعة قاسية جدا تما عندنا.
Poussière, chaleur, chaleur, poussière. Une poussière comme de la terre. Vous ne pouvez pas sortir de la maison. La nature est hostile. Et j'ai pas les moyens de vivre dans le nord. Dans le sud, le quotidien est plus simple, moins cher. Est-ce que vous avez pensé au suicide ou à partir, à être à Halaga? Enfin, est-ce que le désespoir, ça a été jusque-là pour vous? خممت بالعكس كانت تبان لي اني نموت شريفه موتي عندها معنى انا حياتي ما عندهاش معنى. Oui, bien sûr que j'ai pensé au suicide. منفعه البشريه منفعه نفسي. J'ai imaginé une mort honorable, une mort qui donnera un sens à ma vie, puisque ma vie, elle n'en a pas de sens. Je me dis que je n'ai jamais été d'aucun secours, ni à la race humaine, ni à moi-même, donc autant que ma dernière goutte de sang, elle serve l'opprimé. Je préfère mourir dans une action militante non violente, comme une grève de la faim. D'ailleurs, en août 2004, sous une température de 55 degrés, j'ai été le premier à entamer une grève de la faim devant la préfecture de Ouargla. À quel âge est-ce que vous avez commencé à vous impliquer en politique? À quel âge est-ce que vous avez commencé à militer comme vous le faites aujourd'hui? بديت ناضل بعد احداث 2004 بعد كنت انا في عمري 24 سنه. J'ai commencé à militer après les événements de 2004. J'avais 24 ans. J'ai été enrôlé dans une organisation qui, par la suite, s'est extrémisée. Certains ont pris le maquis. حركه احتجاجيه ايوه كانت تسمى حركه ابناء الجنوب. On a créé un mouvement de protestation, le mouvement des jeunes du Sud, pour l'égalité. On m'a arrêté. On m'accusait de porter atteinte à l'ordre public et d'avoir formé un groupuscule pour propager des actes de violence. Je n'avais jamais été en prison. J'ai été placé sous mandat de dépôt pendant 4 jours et grâce à la mobilisation citoyenne de mes camarades, j'ai été libéré par les forces de l'ordre pour calmer la colère de la rue. On a beaucoup parlé d'immolation comme déclenchement de la révolution en Tunisie et puis pour le printemps arabe. Est-ce qu'ici ça arrive de plus en plus et est-ce que c'est médiatisé? Est-ce que ça touche la population? تعتيم احنا عندنا تعتيم اعلامي كبير تما عندنا مراسلين تاع الجرائد المحليه بلا الوطن برك. Et il y a un black-up médiatique total à Ouargla. سنه مهنيه تما ما عندهاش واسمه من المراسلين الاخرين. Il y a des correspondants locaux pour les journaux régionaux, mais ils sont en connivence avec les autorités locales. Comment voulez-vous qu'un correspondant qui a bénéficié des avantages octroyés par les autorités locales se présente et dénonce quoi que ce soit dans ses articles? Les autorités l'achètent en un tour de main et ils le jettent. C'est une vraie mafia. Soit il pactise avec cette mafia, soit il est muté ou menacé d'être jeté dans une autre préfecture pour lui faire boire de l'eau chaude, comme ils disent. Donc quand il y a un suicide dans le sud, ça n'a aucun impact? Au contraire, quand il y a un suicide, les correspondants locaux, ils font des articles pour incriminer les jeunes qui ont tenté cet acte. Pas pour les dénoncer, les conditions de vie difficiles qui sont en cause. Non, non. Ils ont qualifié les manifestants d'anarchistes ou de groupuscules violents. Comment est-ce qu'on empêche ce mouvement de provoquer ce qui a été provoqué en 88, à savoir une décennie de violence et de terrorisme? Dans les années 90, la situation était très différente. C'est un argument utilisé par le pouvoir. Ils prétendaient être les défenseurs du pays contre l'extrémisme et le terrorisme. Et maintenant, on voit bien que dans les révolutions de Tunisie ou en Égypte, il y a des islamistes. Ils sont les boucs émissaires du pouvoir. Ils servent d'argument pour tenir le pays dans la peur. Mais on n'a aucune raison d'avoir peur. Nous savons ce que c'est que l'extrémisme. Nous avons déjà vécu avec. Il n'y a aucune raison qu'on renoue avec lui. Les immolations, ça n'a pas ému le pays, ça n'a pas déclenché une révolte. Les émeutes, ça ne sert pas à grand-chose, les manifestations non plus. Alors qu'est-ce qui vient après?
الشعب ما شكيتش هذه احنا الموفمون تاعنا هذا كان قبل الحركه قبل الانتفاضه نتاع تونس. On a commencé bien avant la Tunisie et l'Égypte, pourtant avec des grèves, la création de notre comité de chômeurs, mais je sais pas. Peut-être que c'est pas un manque d'expérience. Le mouvement était nouveau. On ne peut pas accuser le peuple de dire qu'il n'est pas à la hauteur, et il faut plutôt sensibiliser le peuple et lui faire connaître les causes. تحسيس درك لازم تحسيس لازم تعرف بالقضيه نتاعك لازم ما احنا ما تاكلش الفيسبوك والانترنت الشبكه الاجتماعيه. Chez nous, Facebook, Internet, les réseaux sociaux, ça marche pas comme dans les autres pays, mais ça commence à se développer et on travaille sur le terrain pour changer les choses. Et alors comment est-ce qu'il voit l'avenir quand il entend des jeunes comme ça parler comme ça? والله ما J'ai pas de vision particulière, mais cette action que nous menons en ce moment est sans arrêt mise en danger par les autorités qui tentent de nous fragmenter, de nous diviser. Les leaders des mouvements sont diabolisés par le gouvernement. D'ici 2 à 3 mois, tous ces mouvements qui avancent trouveront un dénominateur commun et qui parviendra à les rassembler. Merci Taher. Merci beaucoup. Du ciel témoin du désastre et les esprits africains observent nos massacres. Les vents s'acharnent à couvrir notre histoire de poussière, de voiles, de viols, de morts et d'arbitraire. Les ombres du passé ne veulent pas disparaître. Une Algérie se meurt dans une autre en train de naître. Les ombres du passé ne veulent pas disparaître. Une Algérie se meurt dans une autre en train de naître. Dans ma nuit je prie, j'appelle les esprits. Écris les zones autour de moi, tout est détruit. Dans ma nuit je prie, j'appelle les esprits. On m'écrit résonne autour de moi, tout est détruit. J'ai dans les yeux les larmes de mon grand-père, et j'ai dans le ventre la rage et la colère. J'ai dans la poitrine des battements de tambour, et mes jambes ne pratiquent pas le demi-tour. Une seule route existe à travers ce désert. Un seul souffle sur terre pour parler ou se taire. Une seule route existe à travers ce désert. Un seul souffle sur terre pour parler ou se taire. La principale inquiétude pour nous, si demain, ils voudront fermer Internet, ils pourront y arriver. Darman Semar, 26 ans, journaliste à elwatan.com. Au moment, on est l'un des rares pays arabes où ça n'a pas été encore filtré, parce qu'ils ont sous-estimé. Aujourd'hui, ils l'ont bien compris. On est à un virage. Moi, je sens des velléités autoritaires, je les sens. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une cellule de renseignement électronique. Facebook a été fermé pendant plusieurs heures. Il y a eu des lenteurs. Aujourd'hui, par exemple, c'est une chose que beaucoup ne condamnent pas, on ne dénoncent pas, mais les opposants sur Internet, ils sont salis, leur réputation est salie. Moi, personnellement, à cause de mes articles sur Al-Watan, j'ai eu affaire à des internautes qui ont fait des blogs, ils ont publié mes photos, ils m'ont insulté, ils ont poursuivi ma famille, ils m'ont proféré des menaces, donc on fait tout pour salir ta réputation. Il y a une équipe spécialisée qui entre dans les forums et qui salit les journalistes indépendants, etc. Ça va jusqu'aux menaces. On publie des photos, on pirate tes comptes sur Facebook, on pirate ta boîte mail, on usurpe ton identité. Les jeunes de la page Facebook Envoyés spéciaux disent qu'ils se sentent plutôt à l'abri de ces menaces. Le pouvoir algérien est intelligent. Quand il voit que quelque chose est devenu populaire, comme le football par exemple en Algérie, les tribunes les plus politiques, c'est les stades. On entre dans un stade de foot, tout le monde insulte, tout le monde fait des tribunes, mais ils n'ont jamais cherché à réprimer ce sport. Ils ont toujours voulu utiliser comme faire valoir. Cette page est devenue populaire, elle ne fait pas dans l'opposition un rapport des informations, c'est du journalisme citoyen.
Ils n'ont pas intérêt à y toucher à partir du moment où c'est devenu très connu à l'étranger pour dire voilà, enfin en Algérie, il y a des gens connectés, c'est un pays moderne, c'est pas un pays arriéré, et les gens peuvent s'exprimer. Une soupape, un faire-valoir. Ceci dit, lorsqu'on commence à révéler ou des affaires ou à franchir une ligne rouge, lorsqu'on devient très critique ou un peu virulent, notre réputation sur Internet est systématiquement attaquée. En 1990, une nouvelle loi donne plus de liberté à la presse. Des nouveaux journaux sont créés, notamment El Watan, avec lequel Younes a grandi. Plus de liberté à partir de là que dans les pays voisins. Mais pour Younes, c'est pas assez. Une soupape, une façade, c'est tout. On est convaincu que cette jeunesse a besoin de cette culture de débat. C'est ce qui manque ici en Algérie. Les médias sont vraiment verrouillés depuis l'indépendance de l'Algérie. Vous avez choisi de vous impliquer en faisant du journalisme, en documentant ce qui se passe. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait le choix justement de vous impliquer de manière politique pour défendre vos idées? On n'a pas vraiment le choix de choisir ce qu'on veut en Algérie. Si on a fait journalisme, parce que c'est disponible avec une caméra, un PC, un câble internet, et tu fais le journalisme citoyen. Mais s'impliquer dans la vie politique, c'est un peu difficile. S'impliquer avec qui? Avec ces partis qui sont vraiment dépassés par le temps. Il n'y a aucun nouveau parti politique depuis 12 ans, depuis l'arrivée du président actuel. C'est voulu. Moi, personnellement, j'attends une ouverture de la scène politique pour adhérer à un parti qui convient à mes convictions. Vous avez choisi de donner la parole aux jeunes, de prôner une liberté de la presse. Est-ce que vous avez eu des soucis par rapport aux autorités, justement? On a déjà reçu des menaces par email, comme dès que ces mouvements se terminent, on va s'occuper de vous. Des menaces à 2 balles. On m'a même confisqué mon appareil vidéo, enfin la carte mémoire. Un policier civil m'a demandé d'effacer tout le contenu de la carte mémoire. C'était le 19 février. Je l'ai effacé, mais en rentrant chez moi, avec un logiciel, j'ai récupéré tous ces données qui ont été effacées. Mais c'est pas ça qui va nous empêcher de continuer ce qu'on fait, parce qu'on est convaincu qu'on ne fait pas un truc d'interdit. C'est juste un droit pour nous. Vous êtes accessible partout sur Internet, c'est très facile de vous lire. Est-ce que vous pensez que peut-être justement les autorités, le pouvoir comme on l'appelle, vous lit et vous consulte? Et bien sûr, on connaît même des gens infiltrés sur la page, des gens qui font partie peut-être des services de sécurité. Heureusement qu'on est plus intelligent qu'eux. Nous avons la dernière télévision stalinienne au monde. Je sais pas, nous, la télévision libyenne et syrienne et celle de la Corée du Nord. La télévision algérienne fait partie des 5 télévisions staliniennes du monde. Même Staline n'aurait pas fait mieux. L'Algérien, avant de construire sa maison, il achète sa parabole. S'il n'y a pas de parabole, les gens s'en étouffent. D'ailleurs, quand il n'y a pas d'électricité, les Algériens font des émeutes. Parce qu'ils n'arrivent pas à voir la télé, ils n'ont pas cette fenêtre sur le monde extérieur. Est-ce que la liberté, elle est plus grande alors sur Internet ou vous avez créé Algérie Focus? D'abord, il y a un vide juridique en Algérie. Tu n'as pas besoin d'autorisation pour faire un site d'information. Ils n'ont pas encore trouvé le moyen légal, juridique plutôt, pour réprimer ou pour étouffer la presse électronique. Ils n'ont pas anticipé. Maintenant, ils se retrouvent avec la vague de libération. Essentiellement, Internet aujourd'hui, c'est les sites d'information qui sont les plus lus. La jeunesse, les calendriers spéciaux sur Facebook, les réseaux sociaux. La jeunesse branchée, c'est l'électorat le plus important et le plus puissant et qui est l'électorat le plus actif. Tous les sites d'information sont hébergés, essentiellement en France. Aux États-Unis, ils sont basés à l'étranger. Aujourd'hui, un seul hébergeur en Algérie, c'est le CIRIST. C'est une institution publique, contrôlée par l'État. Personne ne veut être hébergé en Algérie. Ils veulent donner un statut à la presse électronique. Ils cherchent à obliger les gens, les cyberjournalistes, à héberger leur site en Algérie, mais personne n'acceptera. Quelle est la place d'Internet dans la vie des Algériens? Est-ce on dit qu'ils sont moins connectés, les jeunes en tout cas, que le sont les jeunes en Tunisie et en Égypte? Ça a une explication technique en fait. Nous n'avons pas une infrastructure, une bande passante aussi développée dans les pays voisins qu'en Europe. En plus, il y a un monopole de l'État. Il y a Algérie Télécom qui possède la bande passante. Internet, c'est cher en Algérie. C'est 2 à 3 fois plus cher qu'en Tunisie et 2 fois plus cher qu'au Maroc. Une connexion avec 1 méga en Algérie coûte 20 €. 20 € c'est cher, ça représente pratiquement 20% du SMIC. Donc ce qui fait qu'on a uniquement 850 000 abonnés à DSL.
Mais la caractéristique de l'Algérie, c'est qu'il y a des cybercafés. Tous les cybercafés sont clandestins. Rien qu'à Alger, on dénombre 3000 cybercafés. Donc ça démultiplie. Younes, ça va? Tu vas bien? Et toi, Sofiane, tu connaissais Younes? Ouais, non, en fait, je connais les envoyés spéciaux, comme un peu tout le monde. Sofiane, jeune engagé pour le changement, et Younes ont entendu parler l'un de l'autre, oui, mais jamais ils ne se sont croisés. Chacun a son Algérie dans sa tête, de son côté. Les plus organisés restent finalement les comités de chômeurs, comme celui de Taher, dans le sud. Mais les rêves et les projets d'avenir ne se rencontrent pas. Alger est vaste, on peut pas croiser tout le monde. Il y a 6 millions d'habitants à Alger. Mais quand même, vous êtes peu nombreux à vous mobiliser encore aujourd'hui. Exactement. Je sais pas pourquoi on ne s'est pas forcément croisé. Peut-être que lui, il est plus dans l'info. Moi, je suis plus chacun a sa propre vision de lutte. Moi, je suis plus contestation politique. Tu vois, lui, il est plus information politique. Voilà. Et toi, tu essaies de rester assez neutre dans ton travail? Oui, pour le moment, oui. Je préfère rester neutre parce que c'est encore tôt de rentrer dans tout ce travail. Et même la neutralité est prise de position. À partir du moment où tu informes, tu prends position. C'est-à-dire que tu prends position pour l'information et contre la désinformation. Donc c'est une neutralité positive. Il y a un verrouillage médiatique, donc notre lutte c'est donner l'information qu'on ne voit pas à la télé ou dans les journaux. Et Sofiane, tu envisages de faire parler de MJX sur Facebook? Tu as une page Facebook? Moi je suis carrément dans une autre vision. Moi je considère Facebook pas comme un moyen de communiquer sur le mouvement, mais plutôt comme un média, tout simplement. Parce que les débats qu'il y a sur Facebook, c'est pas vraiment fiable. Moi j'ai essayé pendant 3 ans, on avait beaucoup de groupes, il y avait par exemple Bzaf, des groupes qui travaillaient. Ça dépend du contexte, non, tu vois. Je te parle justement d'activités militantes sur le terrain pour essayer de rassembler des gens autour d'une cause sur le terrain. Et on a vu très bien que Facebook ne marchait pas. Par exemple, si tu mets un événement et que tu as 3000 confirmations, en général, tu as 10 personnes. Comment tu expliques que nous, en moins d'un an, on a presque 50 000 adhérents? Non, mais je te parle de mobiliser en réel. Si Younes postait sur sa page Facebook à ses 50 000 adhérents qu'il organisait un rassemblement manifestation de 50 000 devant la Poste? C'est impossible. Non, je pense qu'on ne peut pas faire sortir comme ça des gens juste pour une cause que les gens ne sont pas vraiment convaincus. Fiable pour ça. Par exemple, les étudiants au mois d'avril ont pu... Vous étiez témoin. Il y avait des milliers de participants et c'était le début de l'événement, c'était sur Facebook. Non, pas vraiment. C'était pas vraiment ça le début de l'événement. On a mobilisé pendant au moins 3 semaines pour cette marche-là, justement. Bon, alors la prochaine manifestation, vous allez faire comment? La prochaine manifestation n'est pas encore à l'ordre du jour. Et c'est pas à nous de l'organiser. La société est en train de s'auto-organiser. Il y a 6 mois auparavant, les ouvriers, les travailleurs, les contractuels n'avaient pas l'opportunité de s'exprimer et d'être aussi visibles que ça. Donc je pense que la société est en train d'apprendre la démocratie au plus bas. Même dans mon quartier, à Bab El Oued, il y a eu une assemblée générale qui s'est déroulée dans le quartier, même si ça a débouché sur un échec. C'est une expérience qu'il n'y avait pas auparavant. Donc je pense que la société est en train de s'organiser avant d'essayer justement de changer les choses. Mais cette année, ce qui s'est passé, tu sais très bien, c'est le mouvement de la Tunisie et tout. Donc ce barrage de peur est cassé. Non, il est cassé, bon. Tout le monde sort, tout le monde fait des grèves. C'est le point le plus positif qu'on aurait pu imaginer, je pense. C'est devenu plus banal qu'autre chose. Hier, ici, devant la Grande Poste, il y avait les ouvriers de la Poste. Donc tu vois, c'est grâce à ce mouvement international dans les pays voisins qu'on a pu enfin casser le verrou. Au niveau des étudiants, là, c'est sur la Grande Poste. Tu vois. Je m'en fous tout le monde de moi. Mais c'est clair, mais il faut s'en foutre. Comment ça, c'était pas évident de parler devant la Grande Poste comme ça? Mais bien sûr, mais ici on a essayé de tenir un rassemblement, on était à 5, on s'est fait chasser comme des malpropres, je crois. Là on est 4, on est rassemblés à 4, normalement c'est un chiffre maximum pour un rassemblement. En principe c'est plus l'état d'urgence, c'est pas un chiffre maximum. Le 5e il est parti et le 6e est sur la gauche, il est en train d'écouter. Moi c'est moi ce qu'on est en train de dire. I like.
J'ai mes études devant moi, j'ai un objectif dans mes études, je veux faire ceci, cela, donc je ne veux pas gâcher ça à cause de ce qui se passe. Alors que toi, tu as arrêté les études? J'ai fait un petit break, moi. Moi, j'ai décidé de me consacrer à l'activité militante sous toutes ses formes, que ce soit la contestation comme ça, urbaine, ou alors quelques formes d'art. Enfin, ce que je peux toucher, quoi. Toi, c'est quoi, Younes, ton objectif après tes études? Faire une carrière de diplomate, tout simplement. Quelle Algérie tu vas représenter à l'étranger? Une Algérie de jeunesse, une Algérie de changement, notre Algérie. Notre Algérie. C'était Alger Nouvelle Génération, une émission de Caroline Gillet et Aurélie Charon, réalisée par Yann Chouquet et mixée cette semaine par Cédric Lalanne et David Federman. Merci aussi à Lola Costantini, Sonia Leglen et Louisa Nedaf pour la traduction. هذه حمامة ولا غزالة ولا عيوني بزينها سكروا حيسأل جاوبوني وقالوا لا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو حيسأل جاوبوني وقالوا لا 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 فارس صعيب الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو. La semaine prochaine, on suit les envoyés spéciaux à la fac. Ils sont en plein examen et on découvre que Younes est accompagné de 2 envoyées spéciales, 2 filles. Alors on voulait faire que cette génération qui ne connaît pas totalement l'histoire de l'Algérie, grâce à cette rubrique, on lui donne quelques informations. C'est pour qu'à cette jeunesse, n'oublie pas tout ça. الموت ما يهضروا كنا حيين لو صحابي انقصروا وحين جات وحكت علينا بالممات بقى الموت ما يهضروا ولا اللي سالوا يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حاروا ولا هذه حمامة ولا غزالة والعيوني بزينها سكروا حيسأل جاوبوني وقالوا لا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو حيسأل جاوبوني وقالوا لا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو. ومن بهاي غير منه لقمر أو مالوم شي لريام لا منه غارو ومن بهاي غير منه لقمر يوم مالوم شي لريام لا منه. Alger Nouvelle Génération, 5e volet de cet épisode samedi prochain sur France Inter dès 19h20.